falsification de l'histoire. Ce qu'il faut noter, c'est que au moment où l'impérialisme, n'est-ce pas, atteint son apogée en quelque sorte, dans l'état moderne, en tout cas au XIXe siècle, au début du XIXe siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait chargé d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire, aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Donc, la communauté des savants s'est scindée en deux groupes. Les savants de bonne foi qui ont eu le courage de regarder la vérité en face et de dire aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Pourtant, c'est cela. Et Volney faisait partie de ces savants. Il était contemporain de Napoléon Volney. C'est un savant du 18e siècle, 19e siècle, qui a voyagé beaucoup et qui est contemporain de Napoléon. Il faisait partie de ceux qui avaient le courage d'exprimer cette idée. Et ensuite, toute la ligne presque des égyptologues qui ont falsifié l'histoire de l'humanité de génération en génération et qui ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. Au sein de ces égyptologues aussi, il y a eu une tendance beaucoup plus modérée qui a essayé d'exprimer une vérité plus ou moins fardée. Voilà. Donc, c'est comme ça, de falsification en falsification, qu'on en est arrivé à dire que l'Égypte est un accident géographique en Afrique. Et quand on parle de l'Égypte, on parle de l'Orient. L'Égypte, c'est pas l'Orient, c'est l'Afrique. L'orientalisme est une frustration, c'est une falsification. Il faudra bien qu'il arrive un moment où, après 1000 vérifications, quand les Africains seront édifiés sur ces faits, qu'ils prennent leurs responsabilités et que dans certains domaines quand même, qu'ils s'écartent de l'idéologie parce que les autres font de l'idéologie, même si aujourd'hui ils occupent le haut du pavé, même si aujourd'hui ils sont les pays les plus développés, ils ont failli dans le domaine de la transmission des connaissances dans le domaine des sciences humaines. Ils n'ont pas été capables, ils ont falsifié parce que ce sont des savants de très haut niveau. C'est pas par ignorance, mais c'est par idéologie, c'est par réaction purement humaine qu'ils ont falsifié. Il y a eu des falsificateurs de l'histoire, ils ont commis ce que j'appelle, et je pèse bien mes mots, un véritable crime contre l'humanité, parce que c'est dégradant pour quelqu'un qui est chargé de propager le savoir, de transmettre sciemment des contre-vérités. Et il y a des générations entières de spécialistes occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité. Et ils le savent. Ils le savent. Et après, c'est sur la base de ces faits falsifiés qu'on a formé des générations qui continuent à perpétuer, quelquefois de bonne foi, et qui même, une fois qu'on leur a démontré, qui, une fois formés ainsi, quand on leur démontre la vérité, même au tableau, par éducation, ils ne peuvent plus y adhérer. Ce qui m'intéressait, c'était donc de retrouver ce chemin humble qui me conduirait à nos ancêtres les plus lointains. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte, pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment, qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout. Et quand je suis tombé sur l'Égypte, par la linguistique surtout, eh bien, ça m'a ébloui, mais ça m'a gêné.
Parce que je me suis dit, on va me faire des procès d'intention, on va dire que nous allons inventer une histoire pour doper exactement ce qu'on a dit, que c'était pour doper les peuples en lutte pour l'indépendance, que nous avons fait ça, qu'on nous comprend, et on était en train d'analyser ma conscience pour savoir les motivations psychologiques qui pouvaient me pousser à faire ceci et cela. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu dans la vie? Toutes sortes d'arguments, sauf la bonne, qui consiste à discuter avec moi sur le terrain scientifique. Hein? Bon, alors donc, moi je les attendais et je souriais. Donc j'assumais tous les qualificatifs, toutes les épithètes dont on m'affublait, je les ai assumés allègrement, et je les invitais seulement à venir discuter sur le terrain scientifique pour savoir une chose est ce qui nous motive, autre chose est la vérité. Conférence à Niamey, Niger. Et c'est sur ce terrain scientifique que j'ai invité la communauté scientifique. Que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri. Voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme. Et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui libéré va jusqu'au pas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination. Depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligentsia africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sonne blanche. C'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et ce sont justement les Blancs qui vont nous y aider. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, mais je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde s'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle? Mais il faudrait s'attendre à une disparition d'une manière ou d'une autre. Parce que le conflit, il est partout, il est à tous les niveaux, il est dans tous ces débats, il est jusque dans nos relations internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut justement que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. De l'Égypte ancienne. Alors, donc, toutes les questions que... Le fait que les anciens Égyptiens aient été des Noirs nous est prouvé par plusieurs témoignages. On peut aussi démontrer ce fait par tout un ensemble de preuves. Je vous en citerai tout à l'heure quelques-unes, mais je vais commencer par les témoignages. Les Grecs, à l'époque classique, qui n'avaient aucun intérêt à nous présenter les Égyptiens sous un faux jour ethnique, nous les avons toujours décrits comme étant des Noirs. C'est le cas d'Hérodote qui a visité l'Égypte à une époque d'ailleurs où l'Égypte a perdu son indépendance. C'était sous les Perses, en moins 455, Hérodote a visité l'Égypte, il a trouvé que les Égyptiens étaient des Noirs. C'est dans le livre 2, autant que je m'en souviens, dans Euterpe, qu'il donne tous ces détails, à 3 reprises, d'abord pour expliquer la présence d'un îlot de Noirs dans cette région. Et alors Hérodote dit que c'était les Colches. Et c'était
un fait intriguant pour les savants de l'Antiquité, les philosophes qui se disaient comment se fait-il en plein 5e siècle qu'il y ait un îlot de noirs comme ça au sein des nations blanches. Et Hérodote donnait entre autres raisons, il disait que c'était dans ces Égyptiens et que c'est pendant les conquêtes de toutes nos histoires qu'on appelait ces Sésostris que les Égyptiens avaient mis ici une garnison. Ceci était consécutif, vous le savez bien, à l'invasion des Hyksos. L'Égypte avait été précédemment envahie par les Hyksos, et c'est la 18e dynastie qui a donc expulsé les Hyksos, et les Égyptiens ont créé des sortes de